Bienvenue sur le podcast Transition urbaine. Transition urbaine est une association sans but lucratif dédiée à l'accélération des transitions écologiques, sociales et démocratiques de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. Je suis Pauline Ouvrard, architecte urbaniste, enseignante-chercheuse à l'école d'architecture de Nantes et membre de l'association Transition urbaine. Je suis Yvan Okotnikov, architecte urbaniste de l'agence Atelier Georges au sein du groupement d'ici là, en charge de la mission de maîtrise d'œuvre urbaine pour l'île de Nantes phase 4. Nous sommes en public à l'école d'architecture de Nantes pour une rencontre avec Olivier Amand à l'invitation de la Samoa, partenariat avec Transition urbaine et le studio de projet Oulioupo en master à l'ENS à Nantes. Il y a un mot qui s'invite de plus en plus dans le champ de l'aménagement de l'espace et de l'urbanisme aujourd'hui, c'est la robustesse. La revue d'architecture y consacrait tout un dossier en mars dernier intitulé « Ringardiser la performance, construire la robustesse ». Un signe que la question dépasse largement notre cercle et qu'elle traverse aujourd'hui l'ensemble de la profession de l'architecture à l'urbanisme. On l'emploie, ce mot, parfois un peu vite. Ce soir, on a voulu revenir à sa source, et cette source, ce n'est pas l'urbanisme, c'est le vivant. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir Olivier Amand. Olivier est chercheur en biologie végétale à l'INRAE, à l'École normale supérieure de Lyon, et il dirige l'Institut Michel Serres. C'est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages qui circulent désormais bien au-delà des cercles scientifiques. La troisième voie du vivant et surtout, pour ce qui nous réunit ce soir, Antidote au culte de la performance, paru dans la collection Tract chez Gallimard. Son point de départ est simple, et tous les rapports scientifiques le confirment, le siècle qui s'ouvre sera turbulent. La seule chose que nous soyons certains, c'est que l'incertitude va durer et qu'elle va s'intensifier. Climat, énergie, ressources, équilibre géopolitique, nous sommes entrés pour de bon dans un monde de fluctuations. Or, face à cette instabilité, nous, professionnels de la ville, avons un réflexe profondément ancré, hérité d'un demi-siècle d'optimisation, chercher la performance. Faire plus avec moins, plus vite, optimiser les plans, traquer les mètres carrés inutiles, tenir des délais et des coûts toujours plus serrés. Et c'est précisément là que le bât blesse. Ce qui fait merveille dans un monde stable nous enferme dès que tout se met à bouger, dans un chemin terriblement étroit et terriblement fragile. Le vivant, lui, a fait un tout autre pari. Il n'est jamais sélectionné sur sa performance, il l'est d'abord sur sa robustesse, c'est-à-dire sa capacité à rester stable à court terme et viable à long terme, malgré les fluctuations. Il parvient avec tout ce que notre culture de l'efficacité réprouve, de la lenteur, de la redondance, de l'hétérogénéité, des marges, une part d'incohérence assumée. La robustesse, autrement dit, c'est presque l'envers exact de la performance. Et c'est justement ce qui permet de tenir dans la durée. Vivre, résume Olivier, c'est d'abord résister. Ce qu'il nous propose, ce n'est donc ni tout à fait le développement durable, ni simplement la décroissance, c'est une troisième voie. Faire de nos faiblesses une force et renouer le projet humain avec celui des autres vivants. Reste alors la question qui nous réunit ce soir. Qu'est-ce que cette robustesse du vivant peut bien faire au projet urbain ? Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Olivier, bonsoir. Bonsoir.
Alors, pour commencer, si tu peux nous expliquer un peu plus d'où tu parles. Alors, donc, merci de m'accueillir ici, ravi d'être là. Donc moi, je suis biologiste, travaillant donc sur le vivant, les plantes. Et en fait, quand on se pose la question de la robustesse, on peut se poser une question toute simple, c'est un arbre, par exemple. Un arbre, c'est robuste, c'est stable et viable dans les fluctuations, ça résiste au vent, aux tempêtes, enfin jusqu'à un certain seuil, hein, mais quand même, ça résiste assez haut. Ça résiste aux gelées hivernales, aux sécheresses. Et en fait, quand on regarde un arbre, on pourrait se dire, bah voilà, là on a un modèle qu'on pourrait appliquer à nos sociétés. Et en fait, si on regarde bien un arbre, bah, c'est très redondant. Il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de branches, il y a beaucoup de bourgeons. Il y a même des bourgeons épicormiques, donc des bourgeons qui sont dans le tronc qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de racines. Enfin voilà, il y a beaucoup de redondance. Après, on va mesurer le rendement énergétique des feuilles en pensant que c'est des super panneaux solaires. Alors le rendement énergétique des feuilles, de la photosynthèse, c'est 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire, donc c'est pas du tout performant. Par contre, on sait pourquoi, c'est très robuste, ça permet de gérer des fluctuations lumineuses très fortes. 1%, c'est un seuil presque maximal. Il y a des exceptions, mais c'est grosso modo autour de là. Et puis il y a aussi des incohérences. Une plante, c'est un être vivant qui pousse en freinant. Donc c'est très incohérent. C'est comme si vous aviez une voiture avec le frein à main enclenché. Oui, c'est pas très cohérent. En fait, c'est ce qui se passe pour les plantes. Les plantes, en fait, l'eau rentre. Donc c'est ça le moteur de la croissance. Et quand elles poussent, elles font de la photosynthèse. Quand elles font de la photosynthèse, elles synthétisent de la cellulose qui est aussi rigide que l'acier. Donc elles freinent. Donc plus elles poussent, plus elles freinent. Ça, c'est totalement incohérent. C'est ça qui permet de vivre avec les fluctuations. Elles ont à la fois le pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Donc elles peuvent répondre comme ça aux fluctuations. Donc c'est un peu de là que je parle. Cette vision du vivant, à mon avis, elle doit nous éclairer parce que nous, on a été endoctrinés dans le culte de la performance. Et donc, selon toi, quels sont les enjeux, justement? Alors, les enjeux, Alors, tu parlais du développement durable. C'est normal qu'on ait des mots comme ça de transition. Avant, il y avait colonisation, après il y a eu développement, puis après il y a eu développement durable. Alors, au passage, quand on rajoute des adjectifs à des noms, ça veut dire qu'il y a un problème avec le nom. Développement durable, ça veut dire que le développement, ce n'est pas durable. La sobriété heureuse, ça veut dire que la sobriété, c'est malheureux. À chaque fois, il y a des problèmes. Donc voilà, mais c'est des mots de transition. Et le développement durable, quelque part, c'est toujours la croissance verte, quoi. En fait, c'est toujours cette fameuse exponentielle. On va faire toujours mieux et on va mettre un peu de ripoll vert dessus. Les objectifs du développement durable, on va pas les atteindre. Les 17 objectifs, là, on devait les atteindre en 2030. On va pas les atteindre. C'est en fait impossible. 17 objectifs en compétition les uns avec les autres, avec au milieu le 8e objectif de croissance économique, ce n'est pas possible. Ça peut pas marcher, quoi. Et donc, en fait, voilà. Donc, ce qu'il y a eu comme mot après, c'était le mot de résilience. C'est un peu, ça se chevauche, Mais la résilience, là, on a changé de monde déjà. On n'est plus dans l'exponentielle, on tombe et on se relève avec la résilience. Mais la résilience, c'est quand même l'idée du rebond et donc de la fluctuation unique. Or, on est en train de rentrer dans la polycrise. Donc c'est là qu'est l'enjeu pour moi. C'est si on n'est plus dans le monde stable, si les fluctuations s'amplifient, se répètent, leur fréquence augmente, leur intensité augmente, on va pas faire de la résilience à chaque fois. Donc c'est là où on passe à la robustesse. On élargit les bornes pour créer un espace de viabilité plus large. Et donc selon toi, qu'est-ce que nous apprend justement le vivant? Tu nous dis la robustesse, mais quelles leçons peut-on en tirer? Alors le vivant nous donne aussi une leçon incroyable, c'est que c'est possible de vivre avec les fluctuations. Voilà, les êtres vivants, ils sont sur Terre depuis des milliards d'années et ils ont traversé des fluctuations énormes, donc c'est possible. Donc c'est déjà incroyable comme message. C'est que oui, le 21e siècle va être très fluctuant, mais c'est pas impossible de vivre avec les fluctuations. Au contraire, c'est le quotidien des êtres vivants sur Terre. C'est plutôt nous qui nous sommes enferrés dans une voie assez étroite. Donc là, il y a ça. Et puis le côté, ce que nous enseignent les êtres vivants, c'est cette arborescence finalement. Cette idée que pour aller là, la première question à se poser, c'est est-ce que vraiment c'est là que je veux aller? Est-ce que je peux pas changer d'objectif? Est-ce que je peux pas aller là, voilà, me brancher? Tout ça demande d'avoir une distance par rapport à l'efficacité. L'efficacité, c'est atteindre son objectif. C'est une des composantes de la performance. L'autre composante, c'est l'efficience avec le moins de moyens possible. En fait, si déjà on commence à questionner ses objectifs et ensuite on questionne l'optimisation, l'augmentation d'efficience,
Bah là déjà on va ouvrir des chemins beaucoup plus sereins. Enfin, on a plus d'espace. C'est plus comment dire, c'est même pas que c'est plus tranquille. Hein, c'est juste qu'en fait on déraille de l'injonction à augmenter la performance chaque fois qu'il y a un problème. Enfin, c'est juste pas viable. L'enjeu, si je veux le dire en un mot, hein, c'est qu'on est dans un burn-out planétaire. Et donc c'est très clair que c'est pas la performance qui va nous apporter une solution. La performance n'est pas l'antidote au burn-out. C'est la cause. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de robustesse depuis le monde vivant que tu as, toi, exploré en tant que biologiste? Alors, il y en a vraiment plein, mais je peux peut-être, je vais pas faire toute une galerie, mais il y a des exemples tout simples. C'est, par exemple, alors un mot un peu jargonneux de biologiste, mais la méiose. La méiose, c'est la division cellulaire qui fait les gamètes. Et donc, les gamètes fusionnent, ça fait une cellule œuf, ça fait un embryon, et puis ça peut faire un être humain si on est chez les humains. Alors très souvent, on peut se dire, ça c'est toute une machinerie hyper performante. Il y a une orchestration. On parlera de ballet méiotique pour parler des chromosomes qui dansent, hein, etc. C'est très beau, hein, d'ailleurs. Hein. Sauf qu'en fait, quand on regarde bien ce qui se passe, c'est un chaos incroyable. Hein. Les chromosomes se font casser en 1000 morceaux, en 1000 morceaux. Hein. Il y a beaucoup de coupures. Hein. Et on les raboute comme on peut. Il y a plein d'erreurs quand on les raccroche les uns aux autres. Donc en fait, tout ça, c'est une machine à former des erreurs. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a un enfant, enfin en tout cas une progéniture, qui mélange les caractères des deux parents, du père et de la mère, et puis qui a aussi d'autres caractères, justement à cause de toutes ces erreurs. Quoi. Et donc en fait, ça c'est un exemple typique où on ne sait pas ce qu'on va voir. Là, on peut pas contrôler, hein, c'est très très variable, mais très robuste sur le plan de la population. Parce que c'est comme ça qu'on augmente la diversité dans une population, alors que ce soit dans un champ de blé, dans la biodiversité ou chez les humains. Hein. On dira toujours après une épidémie que certains ont la chance de résister à un virus, d'autres moins. Enfin voilà, cette hétérogénéité-là, elle est nécessaire à la robustesse de la population. Alors là, c'est à l'échelle de la population, mais on peut très bien imaginer ça à l'échelle individuelle. Hein. C'est-à-dire que si la population est robuste, elle pourra aider les personnes qui ont besoin d'aide. Si on a une population très homogène, là, évidemment, qu'on va tous se planter ensemble. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ton travail sur les principes de cette robustesse? Alors, c'est un peu une grille de lecture. Les sous-principes de robustesse. Qu'est-ce qui nourrit la robustesse? Donc, c'est des redondances, de l'hétérogénéité, des incohérences, des lenteurs, de l'inachèvement, des erreurs, des imprécisions. Donc, c'est des contre-performances qui augmentent le jeu dans les rouages, qui augmentent les marges de manœuvre, et ça permet d'absorber les chocs. Donc, c'est ça qui permet d'être robuste. Donc ça, c'est le matelas du vivant. C'est ça qui lui permet de vivre dans les fluctuations. Mais je ne dois pas non plus paraître comme un gourou de la robustesse qui dit qu'il faut éradiquer la performance. On a toujours besoin de performance, et bien définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Mais il faut juste réaliser que jusqu'à présent, la performance était la solution à tous nos problèmes. Il va falloir maintenant comprendre la performance comme un mal nécessairement transitoire. C'est le pompier dans l'incendie, quoi. Ça veut dire que là, on sera très content d'avoir un pompier performant. Mais ça peut pas être une vie. Il y a une date de fin, quoi. Au bout de 20 minutes, le pompier il s'arrête. Et c'est à peu près pareil pour tout, même dans la compétition sportive. Il y a une date de fin. On fait de la performance, ok, mais c'est pour une durée limitée. Notre problème, à nous, société humaine, c'est qu'on a mis la performance sur une sorte de trône et c'est devenu le mantra de partout. Quoi. Il faut toujours augmenter les performances dans un burn-out. Encore une fois, hein, c'est là où est le délire. Hein, quand même. Et donc, si l'on traduit ces principes à la fabrique de la ville, comment elle peut faire face aux turbulences? Alors, grande question. Ouais. Alors, la robustesse se répond très fort avec, en tout cas résonne très fort avec le concept de santé préventive. C'est qu'en fait, la santé curative, c'est en gros, voilà, on va essayer de répondre comme... Encore une fois, hein, c'est utile. La santé curative, c'est le pompier dans l'incendie, c'est de la performance utile. Mais évidemment que c'est la phrase d'Ivan Illich, hein, la médecine est devenue l'alibi d'une société pathogène. On va bien profiter, on va utiliser des anxiolytiques pour bien profiter de son burn-out. Quoi. Voilà, ça c'est la société pathogène qui nourrit la médecine finalement. Donc si on veut faire de la robustesse dans les territoires, il faut plutôt penser santé préventive. La santé préventive, donc c'est je pense de santé humaine, hein, par l'alimentation, l'exercice, le lien social, etc. Et donc ça veut dire que l'urbanisme doit être au service de la santé préventive qui elle-même fait émerger de la robustesse. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus serein, parce qu'on a créé cet espace. C'est vraiment l'espace au sens presque littéral du terme, espace géographique de sérénité au service de la santé plurielle, quoi, préventive.
Donc c'est peut-être l'occasion maintenant d'ouvrir le dialogue aussi sur ce qui est mis à l'œuvre au sein de l'équipe du projet urbain de l'île de Nantes pour essayer de voir comment vous avez, depuis 1 an et demi, essayé de dialoguer ou d'ouvrir le dialogue avec les travaux d'Olivier Hamon. Quand on découvre tes travaux, il nous semble que ça ouvre des portes. C'est à la fois lucide sur l'époque et en même temps un peu entraînant. Nous, la chose urbaine, ça suppose de fédérer beaucoup de personnes. Il faut qu'on se mette d'accord à plusieurs et l'idée que ce soit un peu stimulant, ça nous semblait important. Du coup, pour peut-être ancrer les principes que tu viens d'énoncer vraiment dans la fabrication de la ville, j'avais quelques questions. Et donc en partant du plus petit vers le plus grand, je vais commencer par le sujet du logement. Si on te comprend bien, le logement robuste, c'est autre chose que les 50 dernières années où on a fait la chasse à tout ce qui n'était pas valorisable pour optimiser au sens performance économique du produit logement. Si je t'entends bien, il va falloir un peu défaire la machine, retrouver des marges de manœuvre. Et dans un contexte comme celui de l'île de Nantes, où on est dans une position assez, cœur de métropole, où le logement coûte un peu cher, on se pose cette question de l'articulation entre robustesse d'un côté et puis le fait que le logement reste abordable. Et une des questions qu'on se pose, c'est ne faudrait-il pas, du coup, pour faire de la place à la robustesse, renoncer à des critères de qualité auxquels on s'était un peu habitué. Alors le renoncement va pas forcément embarquer grand monde, hein. Le renoncement, c'est quand même négatif, même si en effet, hein, il y aura des renoncements. Alors soit on les subit, soit on les construit, mais ça peut pas être un moteur. Alors que si par contre on construit des stratégies robustes, là on peut créer du désir, on peut créer de l'envie. Et les renoncements, ce seront des effets collatéraux, mais qu'on va même pas regarder. Un exemple, si on fait des logements modulaires, il y a peut-être un renoncement sur le niveau de confort. Peut-être que ça sera pas tout à fait, ça sera peut-être un peu plus cher à la construction. Donc il y a des renoncements entre guillemets. Mais le côté modulaire fait que on est en train de construire quelque chose qui va habiter dans le territoire pendant longtemps. Ça sera peut-être un parking, un bureau, un logement, puis de nouveau un parking. Puis ça, c'est extraordinaire dans un territoire parce que c'est un équipement qui peut avoir plusieurs fonctions. Alors dans sa vie, même dans sa journée parfois. Hein, peut avoir même des logements hyper flexibles dans la journée. Donc ça, c'est une façon de voir la robustesse. Mais j'ai plus envie de dire sur cette histoire de renoncement. En fait, c'est une question de tactique finalement. Hein. C'est comment on peut. En gros, si je liste tous les avantages qu'il y a à faire des logements très robustes, qui sont moins chers, qui font de la dépense évitée, qui prennent mieux soin des gens, qui vont éviter des dépenses de santé. Enfin, vraiment, on peut y aller, mais c'est incroyable, hein, tous les avantages. Le problème, c'est que si, une fois qu'on a réalisé qu'on est dans une forme de secte, et je dis bien que c'est une secte, parce que, encore une fois, hein, penser que la performance, c'est la solution dans un burn-out, ça relève de la secte, hein, c'est de la dérive sectaire, quoi. Donc, il faut dérailler. Et je dis bien dérailler, on est sur des rails, quoi. Et donc, pour dérailler, ça suffit pas de faire une liste. Enfin, si t'étais dans une secte et que je te disais, voilà, c'est bien mieux à côté, non, tu resterais dans ta secte. Et c'est normal. Quand on est dans une secte, on bouge pas. Donc, comment on fait pour dérailler? Il faut créer des moments d'arrêt, des bugs, pour que d'un seul coup, on se confronte à ces dissonances. En fait, c'est vraiment culturel, hein. On n'est même pas là pour essayer de convaincre, on est juste là pour créer ce petit moment où on se dit, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose. Et là, quand on crée ça, là, on a semé une graine, et après, on ne pourra plus jamais revenir comme avant. Et là, c'est là où on peut lister les avantages du logement, notamment robuste. Je passe à l'échelle supérieure. Donc, on était sur le logement, je passe au niveau de la copropriété. Ce qu'on se dit, c'est que pour être robuste, il faut coopérer. Je crois que c'est un des axes centraux de ta proposition. Notre sentiment, c'est que aujourd'hui, cette coopération, elle va pas complètement de soi, et que sur des sujets peut-être plus évidents aujourd'hui, comme je pense à la rénovation thermique ou des choses comme ça, où on arrive à rapprocher l'investissement de la rénovation des économies sur l'énergie. Même dans ce cas de figure, ça marche pas à tous les coups. Donc, voilà, une question
à la fois urbaine et philosophique, autour de ces difficultés qu'on a à fonctionner ensemble. Est-ce que la nécessité finira par faire loi, ou est-ce qu'il faut revoir en profondeur nos schémas d'organisation? En fait, à mon avis, c'est une question de sémantique au premier ordre. Parce que très souvent, on fait la confusion entre coopération et collaboration. La collaboration, c'est l'addition des performances. En fait, on additionne les succès individuels et on espère que la somme fait un succès collectif. Et du coup, c'est très bien. Voilà. Bon, la collaboration, c'est le gagnant-gagnant où il y a toujours quelqu'un qui perd. Par exemple, les humains collaborent énormément au détriment des écosystèmes. Ça, c'est de la collaboration. La coopération, c'est la définition. La coopération, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Donc, c'est forcément une posture basse. En fait, on va aller contre sa performance, justement parce qu'on voit l'intérêt du groupe, la robustesse du groupe. Et donc, ça veut dire, là, une question d'éducation, de culture. Si on n'a jamais été formé à la coopération, c'est très compliqué. Être formé à la compétition, c'est très simple. C'est les plus violents qui gagnent. C'est très simple. La coopération, c'est très compliqué parce que il faut être capable de parler avec des personnes qui ont différentes traditions, différentes cultures, être capable de résoudre des conflits. Donc, ça veut dire être exposé à des conflits et en fait de prendre ça positivement. Donc là, il y a une très belle initiative depuis quelques années, là, Faut qu'on parle, qui est super. Ça, c'est les désaccords féconds de Patrick Vivray. C'est rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec nous et d'être curieux de voir jusqu'où on peut pousser sa logique. Donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout on veut pas convaincre, on veut repartir avec une deuxième logique, sans forcément y adhérer, mais on veut repartir, comprendre la logique de l'autre, quoi. Et ben ça, c'est les désaccords féconds, ça c'est de la coopération. Donc ça veut pas dire qu'on va tous faire ensemble la même chose. Non, au contraire, c'est la diversité, le débat, tout ça qui va, la discussion, qui vont construire le projet. Mais ça veut dire, là encore, une culture de la robustesse. Parce qu'une culture de la performance, c'est d'aller rapidement au consensus. Et puis on sait bien qu'un mois après, il va falloir tout rediscuter parce que finalement, ça marche pas, quoi. C'est comme dit Isabelle Stengers, il ne faut pas chercher le consensus, il faut chercher le sens commun. Le sens commun, ça veut dire qu'on problématise. Vraiment, on va mettre tout le sujet, on va en débat, on met ses tripes sur la table, quoi. Et là, il se passe d'autres choses, quoi. Et là, on transforme vraiment. Et donc, dans une copropriété, alors je sais pas s'il faut aller jusque-là, mais on peut se poser la question. Il y a beaucoup d'inspiration à prendre des habitats partagés parce que justement, il se passe beaucoup ça dans les habitats partagés. C'est des vraies écoles de la coopération. Parce que là, en fait, c'est des habitants qui ont choisi de co-construire leur logement ensemble. Ce qui sort de ça, on en a un petit peu discuté juste avant, c'est un étage pour les enfants, un potager partagé. C'est souvent des copropriétés, pas forcément des copropriétaires, mais des logements où les gens prennent soin de leur logement, mais ils prennent soin aussi des parties communes, et ça déborde sur le quartier. Donc en fait, ça contamine, quoi. C'est ça, c'est la force de la coopération. Et donc là, il y a certainement des leçons à prendre. Je prolonge sur la contamination et ma montée en échelle, du coup. À l'échelle du quartier, pour rendre un peu plus concret ces questions de choc, ces questions de turbulence, on a procédé et on a simulé des situations de crise dans le futur, en se disant qu'on pouvait tirer de ces simulations des enseignements pour aujourd'hui. Alors, il y avait des chocs très très différents qu'on a simulés. Et parmi les enseignements de cette expérience, un enseignement transversal, ça a été de se dire qu'il était important aujourd'hui de commencer à constituer des marges de manœuvre pour les gens qui nous succéderont et qui, d'ailleurs peut-être nous-mêmes, qui auront un jour à adresser des situations de crise. Une question qu'on arrive tous à se mettre d'accord quand on se projette dans le futur. Quand on revient aujourd'hui et qu'on se dit qu'il faut ménager des marges de manœuvre, on se heurte un peu à la question de la raréfaction de la ressource publique, quoi. Du coup, constituer ces marges aujourd'hui, comment tu t'y prends? Alors, le stress test, c'est en effet un super outil pour voir le monde fluctuant en avance, quelque part. Enfin, il ne s'agit pas de prévoir, il s'agit de préparer, quoi, se préparer. Et donc, le stress test permet ça. Et en fait, il remplace quelque part l'indicateur de performance en priorité. On va d'abord faire dès qu'il y a une décision stratégique à prendre, il faut d'abord faire un stress test pour construire un projet robuste. Et seulement après, on regarde les indicateurs de performance. Et c'est vraiment dans cet ordre-là. Parce que si on commence par les indicateurs de performance, on va faire un très beau projet optimisé. Et le stress test, ce sera du cosmétique. Et on va certainement faire des petites fluctuations pour que ça passe, quoi. Il faut commencer par le stress test, en effet, avec très, très musclé, quoi.
Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on fait ça, à mon avis, là, on peut créer du désir. C'est qu'en fait, je comprends hein, la question financière, mais en fait, quand on fait un vrai bon stress test très fort, eh ben, on va se rendre compte que tout seul, on n'y arrive pas. Voilà, c'est presque aussi simple que ça. C'est que, alors à l'échelle d'une organisation, que ce soit un village, une maison, une entreprise, une association, tout seul, on n'y arrive pas. Si la fluctuation est très forte, on n'y arrive pas tout seul. Donc, ce qu'on fait tout de suite, c'est des liens au territoire, de l'ancrage territorial. Donc, ça peut être des liens avec les paysans du coin, avec les villages du coin, avec enfin, ce qu'on veut, quoi. Ouais. Plein de choses. Et en fait, ça va être beaucoup plus large. Et là, on va trouver une échelle à laquelle on peut répondre. Et donc, le quartier, le stress test qu'on fait dans le quartier, va nous amener à faire des liens qui vont au-delà du quartier. Et on va se rendre compte que la robustesse qu'on fait dans le quartier, elle est au service de la robustesse du territoire, mais la robustesse du territoire est aussi au service de la robustesse du quartier. Et c'est cette articulation-là qu'il faut trouver. Le stress test nous pousse à sortir du self-made man, de se dire, voilà, moi je vais y arriver tout seul. Ça, c'est le monde de la performance, hein, viriliste, masculiniste, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. C'est toujours ce côté de la compétition, c'est moi contre les autres, voilà. Quand on est rentré dans la robustesse, on a compris. En fait, c'est tout simple. En fait, ça rejoint l'histoire de la coopération. La coopération, comment on sait qu'on est dans une coopération? Bah, c'est tout simple. Hein. Il faut être capable de dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Le nombre d'associations, d'ONG, d'entreprises que j'ai rencontrées qui se sont plantées et qui m'ont dit mais en fait on savait qu'il y avait un problème. Mais elles avaient le problème, mais c'est surtout elles n'ont pas dit qu'il y avait un problème. Elles n'ont pas dit que là il y avait un investisseur qui finalement c'était un point faible. C'est ça le truc, c'est être capable de dire j'ai besoin d'aide. Donc ça veut dire être capable d'exposer ses vulnérabilités. Donc on n'est plus du tout dans la performance là. Là en fait, en fait ça devient une qualité d'être capable de dire bah là ouais là j'y arrive pas. Là je vois que j'ai un problème, j'ai envie mais je ne sais pas comment faire. Voilà, c'est la posture du facilitateur, de la facilitatrice quoi. Et ça, ça demande voilà, un peu d'apprentissage, de pratique, mais faut l'identifier. Parce que en fait, si on veut faire de la robustesse et qu'on se dit on va y arriver tout seul, non, ça marche pas. Quoi. Donc, le stress test peut nous amener à ça. Toi, de cette question de problème ou fragilité identifiée, tu écris beaucoup autour de la question de l'effondrement du vivant. Je continue à cheminer dans mes échelles. J'atteins la métropole. Une partie de la commande pour les futurs quartiers sud-ouest de l'île de Nantes, c'est d'embarquer un parc métropolitain. Notre axe premier du projet, c'est vraiment cette question d'alliance ville-nature retrouvée. Donc, dernière question, peut-être en lien avec ta discipline mer et l'articulation avec la nôtre. Face à l'effondrement du vivant, à un parc qui a des prétentions métropolitaines, comment toi tu l'imagines ce parc? Alors, c'est un parc, comme disent les Indiens Kogi, hein, les peuples premiers des cimes. Hein. Eux, les parcs, ils appellent pas ça des parcs, hein, ils appellent ça des écoles. En fait, ça doit être une école, un lieu où on apprend à des nouveaux rapports au monde, où on voit la robustesse se dévoiler, mais plein d'autres choses, la coopération, etc., les symbioses et compagnie. L'autre point, c'est sortir du regard dualiste. C'est-à-dire que le parc, quelque part, dit la distance entre les humains qui ont parqué la nature, qui finalement réduisent le vivant à un décor. Quoi, hein. Alors, je sais bien que c'est pas l'intention, hein, mais juste là, il y a vraiment un point, c'est qu'en fait, comme je dis souvent, hein, c'est protéger une espèce endémique dans un territoire en disant que là, on protège la biodiversité. Non, ça, c'est de la charité. Ce n'est pas de la biodiversité, c'est de la charité. C'est encore du descendant, c'est encore des humains qui veulent contrôler la nature. C'est encore du néolithique. C'est incroyable. Non, en fait, si on a compris qu'on rentrait dans un monde fluctuant, qu'on avait perdu le contrôle, alors ça veut dire qu'il faut faire des alliances avec le vivant. Et donc, le lien avec la biodiversité dans un parc, c'est de la dépollution de l'eau, c'est juste la beauté esthétique du parc, mais c'est plein de services écosystémiques, c'est des aliments, c'est de la dépollution de l'air, de la dépollution des sols, enfin, c'est plein de choses, c'est des liens presque fonctionnels avec le vivant, mais c'est ce qu'on appelle un peu les services écosystémiques, alors, qui est un peu maladroit comme expression, mais ça donne un peu l'idée, c'est que c'est un lien de partenariat avec le vivant. C'est plus la loi de l'offre et la demande où la nature est illimitée, infinie. C'est la loi des besoins et des ressources où la nature est un troisième partenaire dans toutes nos interactions. Et donc ce parc-là, en fait moi je trouve que ça fait un peu écho à ce qui est aussi des discussions qu'on a à Lyon. Alors à Lyon, c'est pas une histoire de parc, hein, c'est une histoire de température. Mais bon, évidemment, comme vous savez, le changement climatique est là, et donc Lyon sera la ville la plus chaude de France. Enfin, c'est quasiment déjà le cas.
Donc Lyon, si on met des habitats traversants, belle hauteur sous plafond, qu'on végétalise la ville, ça ne suffira pas. Ce sera toujours une ville invivable. 2050, hein, c'est le climat d'Alger, hein, donc voilà, ça donne une idée. Donc comment on fait? C'est là où on change l'échelle. Et donc il y a cette idée de la métropole de Lyon, enfin l'ancienne mandature de la métropole de Lyon, de faire un arc d'agroforesterie dans l'Est lyonnais. Donc ça veut dire convaincre tous les paysans du coin de basculer en agroforesterie, donc de mettre des arbres au-dessus des cultures, pour faire un climatiseur naturel. Un climatiseur naturel qui va refroidir la ville. J'ai un peu l'impression que le parc, alors c'est pas la même logique, mais c'est la même ambition en termes de transformation territoriale. C'est-à-dire que la nature, le vivant, n'est plus un parc décoratif, c'est vraiment le poumon de la ville, quoi. Et là, ça change tout. Et alors, c'est un poumon évidemment naturel, mais c'est un poumon social aussi, et culturel, et économique même. Il y a plein de choses qui vont se greffer avec. Et là, on s'est relié au vivant, quoi. Et bon, là, à mon avis, on construit de la robustesse socio-écologique. Une dernière question avant d'ouvrir à l'Assemblée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, depuis que tes travaux ont rencontré le champ de l'architecture et de l'urbanisme et que tu es invité à la table de celles et ceux qui fabriquent les territoires et la ville, qu'est-ce que ça t'ouvre aussi et quelle bonne nouvelle tu vois, toi, de cette ouverture et de ce pont entre la biologie et l'aménagement de l'espace et l'urbanisme? Alors, il y a plein de choses très chouettes. Enfin, alors moi, ma vie est vraiment. C'est pour ça que c'est très joyeux parce qu'en fait, je rencontre plein de gens, de collectifs qui sont à fond sur ces sujets-là. Et donc, c'est aussi pour le dire, il y en a vraiment partout, partout, partout. Moi, je vous invite à faire une veille de la robustesse dans vos territoires. Il y en a, mais partout, partout. En fait, on a un peu l'impression quand on écoute les chaînes d'info continue que le monde part dans un délire de la performance. Alors, c'est vrai aussi, mais il s'effondre. Et c'est pour ça qu'il est à la une aux 20h, quoi. Parce qu'en fait, il s'effondre, c'est spectaculaire. Par contre, tout ce qui se passe ailleurs, c'est en train de monter, ça prend pas la couverture médiatique. Et donc, alors, il y a plein d'exemples. Donc, dans l'architecture, moi, je rencontre des architectes qui sont assez engagés sur ces questions-là. Dernièrement, Yves Perret, par exemple, qui fait des habitats très en lien avec le vivant, enfin très ouverts, etc., avec beaucoup de bricolage, avec des ficelles qu'on tire plutôt que de mettre des interrupteurs partout. Enfin bon, je ne vais pas vous faire les détails, mais il y a plein de super bonnes idées, du low-tech très, très fertile. Je pense aussi à Éric Daniel Lacombe, qui est un architecte qui travaille beaucoup sur les lieux de catastrophes, notamment des inondations, parce que l'eau, pendant très longtemps, a été vue comme l'ennemi de l'habitat, parce que c'est une force de destruction. Maintenant qu'on a compris qu'on allait vivre avec des fluctuations, avec des zones inondables, avec des inondations qu'on n'a pas prévues, des signes noirs, etc., on considère l'eau non pas comme un ennemi, mais comme une matière. Mais c'est pas un caillou, c'est pas du sable, c'est juste quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus imprévisible. On vit avec, et donc on fait des constructions sur pilotis, etc. Et c'est même tout qui change. C'est-à-dire que là, j'en ai parlé avec des archéologues. Venise, pendant très longtemps, on a vu ça comme une ville condamnée par la montée des eaux. Aujourd'hui, Venise, c'est plutôt considéré comme une école de la robustesse. Parce que c'est une ville qui a vécu des très grandes fluctuations et qui est toujours là, quoi. Et donc, il y a plein de choses à apprendre de Venise. Peut-être un dernier exemple pour la route. Là aussi, c'est des archéologues. La Casbah d'Alger. L'archéologie, pendant très longtemps, on s'est intéressé aux ruines pour essayer de reconstituer leur histoire passée. De plus en plus, dans l'archéologie, on s'intéresse aux bâtiments qui ne sont pas en ruine. Et on essaie de comprendre pourquoi les gens ont pris soin de ces bâtiments. Donc, c'est de l'archéologie sociale, en fait. On essaie de comprendre qu'est-ce qui est dans ce bâtiment qui a fait que les gens ont pris soin. Et donc, c'est une robustesse du bâtiment, mais beaucoup aussi de l'entourage, quoi. Donc, tout ça, c'est très pluriel. Cet épisode touche à sa fin. Olivier Amand, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast de transition urbaine. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On vous invite à creuser ces sujets dans les livres d'Olivier, dont on mettra toutes les références dans la description du podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et retrouver toutes nos publications sur transition.city avec un S, bien sûr, à transition. À très bientôt.